D'anesthésie, oubli de compresse ou de pince dans le ventre, mauvais diagnostic. Chaque année, 450 000 personnes sont victimes d'accidents médicaux graves dans notre pays. On en parle tout de suite dans Enquête de santé. Bonsoir, merci de votre fidélité, merci de nous retrouver pour ce premier numéro d'Enquête de santé de la saison. Mauvais diagnostic, intervention chirurgicale ratée, infection. Chaque année, des patients sortent des hôpitaux et des cliniques plus malades qu'en y entrant. Si l'erreur est humaine, dans le monde médical, elle est encore très souvent passée sous silence. Personne ne connaît le nombre exact d'accidents médicaux, mais les associations de patients avancent des chiffres alarmants. 450 000 événements indésirables graves surviendraient chaque année en France. C'est ce qui est arrivé à Nathalie, victime il y a 3 ans d'une terrible erreur d'anesthésie qui l'a rendue sourde et paraplégique au réveil. Les jambes, elles sont vraiment complètement immobiles et quoi que je fasse, en fait, elles ne bougent pas. C'est un peu comme une bombe qui me tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Pendant plusieurs mois, les équipes d'enquête de santé ont suivi le combat de ces victimes et de leurs familles pour faire éclater la vérité et obtenir réparation, comme Cécile et Luc, qui se battent pour la mémoire de leur père, victime présumée d'un chirurgien que les médias ont surnommé le boucher de Grenoble. On n'aurait pas accepté cette opération, il serait là. L'opération l'a mené à son décès. Comment éviter les erreurs médicales? Quels sont les droits des patients? Comment être indemnisé? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec nos témoins et nos invités qui sont déjà à mes côtés et qui répondront bien sûr à toutes vos questions. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter. Je vous retrouve juste après la diffusion de Erreurs médicales, le combat pour la vérité. C'est un documentaire signé Bruno Timsit, Maxime Soulard, Olivier Leplan. Une anesthésie, c'est important. On ne fait pas n'importe quoi quand on est anesthésiste. Il avait ma vie entre ses mains et en fait, j'ai failli me retrouver au cimetière, quoi. Ça n'a pas l'air de le gêner d'avoir gâché toute ma vie, la vie de mon mari, de mes enfants. Ce que j'attends de la justice, c'est qu'on puisse dire oui, il y a une faute. Et je pense qu'aujourd'hui, ce médecin, c'est ma conviction personnelle, le sait qu'il a dérapé. Et quand il y a un homicide involontaire, on a besoin de réponses. Comme dit mon avocat, ce qu'ils espèrent maintenant, c'est que qu'il vous arrive un problème, il n'y aura pas de procès. Mais maintenant que le procès est engagé, j'irai jusqu'au bout. Pour lui, pour moi, pour mes enfants. Pince oubliée dans l'abdomen, erreur de diagnostic ou chirurgie abusive. Chaque jour, des patients sortent des hôpitaux et des cliniques plus malades qu'à leur arrivée. Il est soupçonné d'avoir opéré des patients qui n'auraient pas dû l'être. Beaucoup souffrent depuis de complications, certains ont même dû être amputés. En France, personne ne connaît le nombre exact d'erreurs médicales commises chaque année. Un sujet tabou sur lequel il n'existe aucun chiffre officiel. Si vous voulez ne pas signaler ce qui s'est passé dans votre service, vous ne le faites pas. Après une grave erreur d'anesthésie, Nathalie est aujourd'hui lourdement handicapée. J'y suis jamais arrivée, en fait. Huguette, elle, a perdu son mari à cause d'une erreur de diagnostic à l'hôpital. Voilà la maison que j'occupais, que j'ai dû vendre à la suite du décès de mon mari. Quant à Cécile et Luc, ils se battent pour la mémoire de leur père, victime présumée de celui que les médias ont surnommé le boucher de Grenoble. Nous avons suivi au quotidien le combat de ces victimes et de leurs familles pour faire éclater la vérité. Bien dormi ou pas? Non, Et pourquoi? parce que j'ai mal. J'ai des douleurs. Oh, purée.
Allez, remonte. Tu mets pas les chaussures? Il y a 3 ans, Nathalie est devenue sourde et paraplégique à cause d'un accident d'anesthésie. Chaque jour, elle doit supporter ce double handicap. En fait, là, je fais un peu ma feignasse. Parce que normalement, je les mets toute seule, mais quand j'ai mal, ils m'aident. Parce que depuis 3 ans et demi, je rêve d'une nuit où je me réveille pas, où je ressens rien. Parce qu'en fait, on pense, quand on est paraplégique, je pense que les gens doivent penser qu'on sent plus rien. Mais en fait, si on a des sensations douloureuses, un peu bizarres, voilà quoi. Pour corriger une surdité totale, Nathalie doit activer ses implants chaque matin. Je vous présente ma salle de bain. Du coup, je dois mettre mes implants. Un dispositif électronique placé sous la peau qui stimule le nerf auditif et lui permet de retrouver une partie de son audition. Donc, j'ai une petite batterie. Dès que le contact, hop, et dès que ça s'applique, en fait, hop, on entend. Enfin, on entend bien. Bon, le but, c'est que les cheveux cachent, mais bon, je m'en fiche, quoi. Ça se voit, mais tant pis. Généralement, les gens veulent le cacher, mais bon, ouais, ça m'est un peu égal. Tant pis, c'est comme ça. Il y a 3 ans, Nathalie, passionnée de course à pied, s'apprête à courir un marathon. Pour cela, elle décide de subir une petite intervention. La pose de bandelettes urinaires pour mettre fin à une légère incontinence pendant l'effort. Je voulais m'entraîner pour faire un marathon, parce que j'avais déjà fait des semis, donc voilà. Donc j'avais ça dans la tête. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette intervention, pour être plus à l'aise, plus tranquille. Ça devait durer, je sais pas, une matinée en tout. Même, je crois que je devais sortir en fin d'après-midi. Et l'intervention devait durer peut-être, je sais pas, même pas 1 heure, même pas, hein, une demi-heure, je crois. Le 11 janvier 2018 au matin, Nathalie se rend dans une clinique du Val d'Oise. Au même moment, au bloc opératoire, l'anesthésiste prépare le matériel pour l'intervention. Une seringue contenant un produit anesthésiant et une autre avec de la gentamicine, un puissant antibiotique à utiliser en intraveineuse pour prévenir les infections. Selon l'expertise, à 10h15, pour une raison encore inexpliquée, l'anesthésiste inverse les 2 seringues et injecte la gentamicine dans le liquide céphalorachidien qui entoure la moelle épinière de Nathalie. Ainsi administré, le produit est extrêmement toxique pour le système nerveux. À 17h, le mari de Nathalie est convoqué par l'équipe médicale. Vous n'avez pas d'infos, vous allez aux infos, on vous dit l'anesthésiste va vous recevoir, il vous reçoit, et il vous dit il y a un problème, madame se réveille pas, je comprends pas pourquoi. Ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce qui se passe, donc on préfère l'envoyer en réanimation sur un autre hôpital. Alors que rétroactivement, avec tout le processus qui a été fait depuis, je sais qu'il savait déjà ce qu'il avait fait. Et c'est là où je le vomis, quoi, ce mec-là. Il est 19h lorsque Nathalie est transférée en réanimation. Les médecins, impuissants, ne peuvent que constater l'ampleur des lésions provoquées par la gentamicine. Avec des pincettes, on vous livre petit à petit des infos. Alors c'est la gentamicine, alors ça a un effet pas très sympathique dans la moelle épinière, ça risque de brûler les conduits auditifs, etc. Et puis ça a un peu inflammé la moelle épinière. Et au fil du temps, on vous dit oui, il y a un problème de paraplégie qui risque d'arriver. Voilà. 6 jours après l'intervention,
Nathalie sort enfin du coma. J'avais vraiment très peur, en panique. Je regardais, je voyais un lit, je voyais plein de machines. En plus, j'avais un tuyau dans le nez, j'étais intubée. C'était vraiment dur, quoi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. En fait, je crois que je me rends compte que je peux pas bouger mes jambes, que je suis allongée, et qu'en fait, je peux pas. Mes jambes, elles sont vraiment complètement immobiles et que quoi que je fasse, en fait, elles bougent pas. C'est un peu comme une bombe qui me tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Après, je m'aperçois le lendemain ou les jours suivants que j'entends pas. Ou alors très peu, j'entendais des murmures. Comme quand on a de l'eau dans l'oreille, en fait. Et qu'on entend, mais de loin. Et voilà, quoi. Et je crois que ça s'est un peu aggravé les jours d'après. Donc, du jour au lendemain, vous êtes dans la forêt à courir et on vous parle 6 jours après avec une ardoise d'aller allonger sur un lit d'hôpital. C'est choquant. C'est choquant. Depuis 3 ans, les séquelles de cet accident ne laissent aucun répit à Nathalie. Malgré d'importants travaux d'aménagement, la maison n'est toujours pas adaptée à son handicap. On peut pas faire le tour du lit, hein, clairement, avec le fauteuil. Ouais. Donc on a installé un lit médicalisé king size, dont tout le monde rêve, inclinable, etc. On l'a juste un peu poussé pour qu'elle puisse... Ouais, pour que je puisse passer, en fait... Le soir, qu'elle puisse passer... Donc là, ça frotte un peu sur les côtés. Là, elle peut pas faire le lit, elle peut pas retourner son matelas anti-escar. Changer les draps, c'est un problème. Et effectivement, elle se débrouille en fauteuil, effectivement, elle entend. Mais au quotidien, c'est pas du tout ça. Au quotidien, voilà, c'est extrêmement lourd. C'est notre nouvelle vie. Matin, je lui amène pas son croissant, hein, je lui amène son fauteuil. Donc ça, tous les matins, c'est proche. Non, L'expertise a permis d'en savoir plus sur la cause de l'accident. La seringue de gentamicine n'avait pas été identifiée par un étiquetage ou une mention manuscrite. Selon les experts, ce principe basique et simple à mettre en œuvre aurait évité avec une quasi-certitude l'erreur entre les 2 seringues. Une erreur incompréhensible qui relève de la responsabilité exclusive de l'anesthésiste. Suspendu par le Conseil de l'Ordre des médecins il y a 2 ans, il est aujourd'hui à la retraite. 3 ans et demi après l'accident, Nathalie n'a toujours pas été indemnisée. Mais dans quelques semaines, son dossier pourrait enfin connaître un tournant décisif. Pour éviter de telles erreurs, une procédure a pourtant été mise en place il y a 10 ans, la checklist. Dans cet hôpital, on pratique chaque jour des opérations du foie. Et avant chaque intervention, la checklist est appliquée méthodiquement. Une liste de questions posées à 3 reprises à chaque patient, notamment par l'anesthésiste. D'accord. Alors, s'il vous plaît, vous allez être opéré de quoi aujourd'hui? On va m'enlever une lésion au foie. Très bien. Est-ce que vous avez une allergie à un produit, une allergie alimentaire? Non. Une allergie médicamenteuse? Non. Est-ce qu'il y a des dents qui bougent? Non. Est-ce que vous pouvez ouvrir grand la bouche et tendre la langue en avant, s'il vous plaît? D'accord. Très bien. Vous êtes toujours à jeun? D'accord. Très bien. Lorsqu'elle est bien appliquée, la checklist permettrait de réduire de 50% le risque d'erreur médicale. Une procédure calquée sur celle de l'aviation civile, qui l'utilise depuis longtemps, avant chaque décollage. Quand on ne fait pas la checklist, c'est comme ça qu'il y a eu des accidents d'avion. Et donc c'est pareil en chirurgie. Quand on ne fait pas la checklist, on peut avoir des accidents. Voilà, si le matériel ne fonctionne pas, si l'installation n'est pas correcte, après, le problème est toujours en amont, en fait. Quand on a un problème chirurgical qui arrive, c'est toujours en amont. Il faut toujours vérifier si tout a été fait correctement à la base.
Mais la checklist aurait-elle pu éviter l'erreur d'anesthésie dont a été victime Nathalie? Si l'étiquetage des seringues ne fait pas partie de la procédure standard, pour l'anesthésiste de ce bloc opératoire, c'est l'un des b.a.-ba du métier. Avant que je donne n'importe quel produit, je vérifie le nom, l'étiquette. Il doit y avoir une étiquette qui est collée sur chaque produit, la posologie, la concentration, il faut vérifier tout ça. Tu peux faire des erreurs facilement en anesthésie, facilement. Il y a plusieurs médicaments, plusieurs types de médicaments qui peuvent être donnés aux patients. Donc, c'est facile de faire la confusion. C'est très facile si c'est pas bien étiqueté. Ouais. Go pour l'incision. Go pour l'incision. Ok, go. Allez, incision. Combien y a-t-il d'erreurs médicales chaque année en France? Difficile à dire car il n'existe aucun registre permettant de les recenser précisément. Des associations de patients, en s'appuyant sur une étude de 2009, avancent le chiffre de 450 000 accidents médicaux par an. Ces accidents peuvent être la conséquence d'une faute avérée du médecin ou bien relever de ce qu'on appelle un aléa thérapeutique, autrement dit, la faute à pas de chance. Et si un flou entoure ces chiffres, c'est parce que très peu de médecins déclarent ces accidents. Il n'y a pas de chiffre puisque rien ne remonte. Si vous voulez ne pas signaler ce qui s'est passé dans votre service, vous ne le faites pas. Nous, nous souhaitons que ça soit une infraction. Ne pas signaler un accident grave, ça doit être une infraction. Malheureusement, nous avons une sous-déclaration considérable et le système n'est absolument pas au point. Les chiffres sont très étonnants. On parle de quelques milliers d'individus jusqu'à quelques centaines de milliers d'individus. Donc finalement, rien de concret. Ce serait souhaitable de disposer de statistiques sérieuses, motivées, documentées, objectives, qui nous permettent de connaître effectivement le nombre de victimes d'accidents médicaux. C'est toujours mieux de savoir parce que ça permet aussi d'identifier les problématiques et donc de travailler sur ces problématiques pour réduire ce nombre de victimes. Selon les estimations les plus sombres des associations, avec 60 000 décès chaque année, les accidents médicaux seraient la 3e cause de mortalité en France, juste derrière les cancers et les accidents cardiovasculaires. De nombreux décès sont liés à des erreurs de diagnostic. C'est ce qui a coûté la vie au mari d'Huguette, il y a 4 ans. Là, c'est la dernière photo à Cap-Breton, avec les petits-enfants en vélo. Et le tout petit de 2 ans, dans le siège de vélo. Et la plus grande, 6 ans, qui faisait du vélo à côté. Papy Patrick qui promène ses petits-enfants en avril 2017. Vous avez passé combien de temps sans les voir, ces photos? Ah, depuis le début. Ça fait 4 ans. C'est compliqué. Oui, c'est quand même 45 ans de vie commune. Quand même. C'était un mari attentionné, gentil. Je sais pas, voilà, pas de problème. On a quand même vécu 45 ans ensemble, donc on s'est supportés. On avait d'autres projets. Mais la vie fait que il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Le 4 mai 2017, Patrick, jeune retraité de 64 ans, s'occupe du jardin quand il ressent une violente douleur dans la poitrine. Il est rentré vers 16h30 en me disant « j'ai très mal au niveau du sternum, j'ai très mal, je m'arrête, je vais m'allonger ». Donc il est allé s'allonger et il est redescendu à 18h en me disant « ça va pas, j'ai toujours très mal ». Donc j'ai appelé mon médecin qui m'a dit « vous appelez le SAMU tout de suite ». Conduit aux urgences, il passe des examens. Les douleurs thoraciques persistent, mais l'interne de garde se veut rassurant. Vers minuit, une infirmière est venue en me tendant une ordonnance de paracétamol en me disant « il est sortant ». Mais je lui ai demandé ce qu'il avait. Ils m'ont dit « faut retourner voir l'interne qui est dans son bureau ». Donc je suis allée le voir. Il m'a dit « c'est une douleur musculo-tendineuse, ça va être long. Il faudra du repos. » Voilà, c'est tout. Il rentre chez lui. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il a passé comme examen. Un électrocardiogramme, c'est normal. La radio, c'est normal. Tout est normal. Ce soir-là, Patrick quitte l'hôpital dans un fauteuil roulant, sans que cela n'inquiète le personnel soignant. Pour moi,
Je trouvais que c'était léger, que je le ramenais, mais dans l'état où il était, ça me paraissait un peu difficile, mais je ne pouvais pas exiger qu'il reste, qu'il lui fasse des examens complémentaires, qu'il le garde au moins en surveillance toute la nuit. Si vous faites confiance, on ne peut pas dire, ben non, vous vous trompez, il y a autre chose, c'est pas possible. Durant 4 jours, Patrick, à bout de force, ne va pas quitter son lit. Et le 8 mai, le lendemain, il avait l'air d'être un petit peu mieux. Et l'après-midi, il a un ami qui est venu le voir vers 15h avec une connaissance. Jusqu'à 17h, ils étaient dans le salon, ils ont discuté. À 17h, il me dit, écoute, je suis fatigué. Bon, je lui dis, c'est normal, t'es fatigué, t'as bien discuté, va te rallonger. À 19h, il s'est relevé, il me dit, écoute, j'ai faim. Bon, je lui dis, c'est bien, c'est bon signe. Donc, je lui ai préparé un repas léger. Mais au moment du dessert, Patrick s'écroule sous les yeux de son épouse. J'ai réalisé qu'il était inanimé. Et puis, j'ai voulu lui redresser la tête. Je lui ai mis même des claques. Et puis, il a repris 2 respirations. Et après, c'est terminé. La vie bascule d'une seconde à l'autre. À 20h24, il était en vie. À 20h25, il était mort. Selon le rapport d'expertise, Patrick est décédé d'une dissection de l'aorte, une déchirure du gros vaisseau qui part du cœur. Une urgence vitale. Une déchirure que l'on détecte grâce à un scanner comme celui-ci. Un examen que l'interne de garde n'a pas jugé nécessaire de réaliser. Si le diagnostic avait été posé à temps, Patrick aurait sans doute pu être sauvé. Selon l'expert, il s'agit d'un manquement manifeste, une perte de chance majeure, pouvant s'évaluer à 90%. Il aurait dû passer un scanner, il aurait dû passer une IRM, il aurait dû passer des examens complémentaires. Mais comme il était persuadé que c'était une douleur musculaire, il n'est pas allé plus loin. Sous le choc, Huguette a mis plusieurs mois avant de contacter un avocat. 4 ans après les faits, elle mène aujourd'hui une bataille qui va bientôt l'opposer aux assurances de l'hôpital. La direction de l'établissement ne lui a jamais présenté d'excuses. Et c'est le cas dans la plupart des affaires qui mettent en cause des médecins. Pour tout vous dire, ça fait 17 ans que j'exerce ce métier et il m'est arrivé une seule fois, en expertise, de rencontrer une équipe médicale qui admet son erreur et qui s'en excuse auprès des parents victimes. Ça a été évidemment un moment très fort et très important pour les parents, mais en 17 ans d'activité, c'est la seule fois où il y a eu cette reconnaissance. Dans les pires cas, et malheureusement j'ai eu l'occasion de toucher des situations invraisemblables, même, je dirais, aux moments les plus délicats pour ces médecins, à la barre d'un tribunal, où ils risquent une condamnation pénale, ces mots d'excuse, ils ont du mal à les prononcer. On a l'impression que ça va être une implosion dans leur corps, et quand ils le susurrent du bout des lèvres, ça n'a aucune vérité pour moi, aucune sincérité, et non, ils n'y parviennent pas. Cette reconnaissance-là, finalement, au-delà de la responsabilité, au-delà de l'indemnisation, c'est l'attente première des victimes. Et cette attente, elle est toujours frustrée. Toujours. Et là commence à monter le sentiment de colère, le sentiment d'injustice, de méfiance à l'égard du corps médical, et bien souvent des démarches vers des avocats comme nous qui auraient été évitées avec probablement des mots simples et une totale transparence. Cette loi du silence serait aussi encouragée par les assurances des médecins. Au vu des sommes en jeu souvent considérables, elles interviendraient directement auprès de leurs clients. Beaucoup de compagnies d'assurance demandent aux médecins de se taire. Qu'un mot de compassion ne passe pas pour une reconnaissance de responsabilité. Vous risquez une procédure pénale. Vous comprenez, on est là pour vous aider, on doit faire notre travail, laissez-nous faire, et n'allez pas trop dans la transparence, et on va mettre en place un scénario. Et ils vont raconter une histoire. La réalité, c'est que les compagnies d'assurance demandent aux médecins d'en dire le moins possible pour éviter de rentrer sur des terrains dans lesquels ils ne veulent pas que leurs assurés rentrent, c'est-à-dire reconnaissance anticipée de responsabilité. Nathalie et Philippe n'ont jamais reçu d'excuses de la part de l'anesthésiste qui s'est trompé de seringue.
3 semaines après l'accident qui a rendu Nathalie sourde et paraplégique, il a écrit à Philippe. C'est la seule fois qu'il s'adressera à eux. Là, le début de la lettre, c'est « Je vous adresse ce courrier pour vous faire part de ma désolation pour tout ce qui est survenu le 11 janvier et que je n'arrive toujours pas à comprendre. » Il sait déjà ce qui s'est passé. Me répéter qu'il n'arrive pas à comprendre, c'était pas audible. Il dit que je me tiens informé par les médecins et je sais qu'il existe une évolution certes lente, mais qui semble progresser plutôt favorablement. Je vois pas où la perte d'audition et une paraplégie va dans le bon sens. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Il est incapable d'admettre qu'il a fait une énorme erreur. En fait, je pense que c'est un genre de personnage qui est incapable de se remettre en question. Enfin, moi, à sa place, j'aurais essayé de faire tout pour aider la personne, quoi. Pour essayer de faire quelque chose d'utile, de soulager, mais même pas, donc... Moi, ce que j'aurais attendu, c'est effectivement une explication claire et par écrit, mais ça, c'est juridiquement délicat après, mais des excuses. En plus de leur démarche devant le tribunal civil pour être indemnisés, Nathalie et Philippe ont déposé plainte au pénal. Le seul moyen, selon leur avocate, d'obliger l'anesthésiste à reconnaître la gravité de son geste. La responsabilité pénale, elle a cette spécificité-là de permettre une sanction personnelle du médecin, ce qui peut, dans certaines hypothèses, être absolument nécessaire au processus de reconstruction de la victime. Et je pense que pour Nathalie, effectivement, l'infraction pénale, elle est caractérisée. Il y a un manquement, une violation de l'obligation de sécurité qui est évidente. Et les conséquences sont suffisamment dramatiques pour qu'on imagine qu'un procureur de la République ne laisse pas cette enquête sans suite. En matière d'erreur médicale, moins de 5% des dossiers vont devant la juridiction pénale. C'est souvent le cas dans des affaires de grande envergure, lorsque les plaintes se multiplient à l'encontre d'un médecin ou d'un établissement. Le tribunal correctionnel condamne 2 chirurgiens à des peines de prison ferme, 2 médecins reconnus coupables de blessures involontaires et de tromperie. En 1997, le scandale de la clinique du sport éclate. 58 patients contaminés par une bactérie à l'occasion d'interventions chirurgicales. La France découvre les infections nosocomiales. L'instruction va démontrer que 3 des chirurgiens employaient des pratiques douteuses, comme entre autres ne pas stériliser leur matériel, ou encore le rincer sous l'eau du robinet. 2 dentistes soupçonnés de pratiques stupéfiantes. Un père et son fils auraient pris pour habitude notamment de pratiquer des soins inutiles. 2012, 2 dentistes marseillais sont mis en examen. Plusieurs centaines de patients les accusent de les avoir mutilés. Ils auraient posé 15 fois plus de prothèses que la moyenne, générant ainsi 3 millions d'euros de revenus annuels. On est sur du gravissime en termes de montant, de persistance de cette pratique et d'abus sur des personnes vulnérables. Aujourd'hui, c'est une autre affaire qui défraie la chronique. Celle d'un chirurgien grenoblois soupçonné d'avoir pratiqué des dizaines d'opérations abusives de la colonne vertébrale. L'actualité, c'est aussi ce chirurgien suspendu à Grenoble par le Conseil national de l'ordre des médecins. Il est soupçonné d'avoir opéré des patients qui n'auraient pas dû l'être. Beaucoup souffrent depuis de complications, certains ont même dû être amputés. Un chirurgien à la stratégie de défense toute particulière qui attaque en justice ses propres patients. Ils s'estiment victimes, les voici prévenus. 4 anciens patients du chirurgien grenoblois sont attaqués en diffamation et pour dénonciation calomnieuse. À leur côté, sur le banc des prévenus, 3 organes de presse qui ont relayé leurs propos. Cécile et Luc ont perdu leur père à la suite d'une intervention de ce chirurgien. En présence de leur avocat, chaque mot est pesé pour ne pas se retrouver à leur tour devant le tribunal. En février 2017, Noël a 73 ans lorsque sa route croise celle de ce chirurgien. Il souffre alors de douleurs aux jambes et marche de plus en plus difficilement. Selon le chirurgien, c'est le canal lombaire de Noël qui pose problème. D'après les images de l'IRM, il serait trop étroit.
Le médecin propose de réaliser une arthrodèse. Il s'agit de fixer 2 vertèbres entre elles, à l'aide de vis et de plaques métalliques. En consultation, quelques minutes suffisent au chirurgien pour programmer une intervention. Très vite, il lui dit qu'il a la solution pour lui et qu'il va pouvoir, par l'opération, lui redonner une vie où il pourra à nouveau se déplacer comme il le souhaite. Pas d'examen clinique. Ma maman nous a dit qu'il n'avait même pas regardé le dossier qu'elle avait rempli au niveau des antécédents. Et à l'issue de la consultation, donc une date est prise pour une opération en septembre. Pourtant, cette opération n'a rien d'anodin. 2h30 d'intervention sous anesthésie générale. Or, Noël souffre depuis longtemps de graves problèmes vasculaires qui ont nécessité la pose de stent à 2 reprises. Le 6 septembre 2017, veille de l'intervention, Noël est accompagné de son épouse lorsque l'angiologue de permanence découvre des résultats d'examen alarmants. Et puis c'est vrai que petit à petit, quand on est arrivé le soir de l'opération et qu'un dernier examen médical montre que la vascularisation est très critique et qu'il n'y a plus de sang qui circule dans les jambes, elle m'appelle et elle me dit l'angiologue vient de me dire tout est bouché. Et là, c'est vrai que on s'est quand même posé la question, on s'est dit, mais donc du coup, on arrête tout. C'est la première réflexion qu'on a eue, c'est on arrête tout. Et elle me dit, ben non, a priori, ça pose pas de problème. C'est ce que nous a répondu le personnel qui suivait notre papa à l'entrée de la clinique. Le 7 septembre à 10h20, l'opération a donc lieu comme prévu dans cette clinique de la banlieue de Grenoble. Le lendemain matin, Cécile et Luc téléphonent à leur père. J'appelle mon papa et il me dit qu'il a très mal dans la jambe, qu'il a d'énormes douleurs, qu'il a eu une très mauvaise nuit, qu'il a demandé plusieurs fois des calmants, que ça s'est pas bien passé. Je le sens très fatigué, très inquiet, énormément inquiet par rapport à la situation. Noël souffre d'une ischémie sévère. Ses 2 jambes ne sont plus alimentées en flux sanguin. Une urgence vitale. Il est transféré dans une autre clinique où les soignants vont immédiatement mesurer la gravité des faits. Quand le premier médecin fait un état clinique de la situation, je vois dans ses yeux et dans ce qu'il me dit beaucoup d'interrogations. Et il me dit, mais votre papa, il a des 2 cuisses avec des artères fémorales qui sont complètement bouchées, il n'y a rien qui circule. Pourquoi on l'a opéré du dos? Voilà, la question tout de suite est sortie, pourquoi on l'a opéré du dos? Et là, c'est là qu'il m'annonce, je vais faire ce que je peux pour lui sauver sa jambe, mais j'ai bien peur que ça soit pas possible, et on va déjà essayer de lui sauver la vie. Les médecins tentent alors l'impossible, en vain. Le 23 septembre, 16 jours après l'intervention, Noël, dans le coma, est amputé de la jambe droite. Quelques jours plus tard, il se réveille brièvement pour parler une dernière fois à sa famille. Dans ce léger mieux après ce fameux week-end, là j'ai mon papa qui a un petit moment de lucidité et qui me regarde et qui me dit on m'a coupé le pied. Avec toute la tristesse du monde dans ses yeux. Mais ça, c'est qu'une partie des choses. Oui, on t'a coupé, on t'a amputé, on t'a coupé la jambe, mais savoir que comment lui dire qu'il va partir, qu'il va pas survivre à tout ça. Et quelque part, dire mais c'est qu'une partie, il y a pire, tu vas perdre la vie. Après 2 mois d'agonie, Noël décède le 4 novembre 2017. Quelques jours plus tard, c'est devant son atelier qu'un dernier hommage sera rendu au père de Cécile et Luc, menuisier à la retraite. On a demandé à ce que le cortège s'arrête ici et on s'est installé dans la cour. Et donc on a dit un dernier au revoir à notre papa ici, dans cette cour, devant son atelier.
qui était un symbole très fort pour lui, qui représentait toute sa vie en fait. Cécile, Luc et leur mère ont déposé plainte pour homicide involontaire et escroquerie aggravée. Pour eux et pour leur avocat, cette intervention n'aurait jamais dû avoir lieu. Là, pendant ce procès, c'était tous les jours. Là, avec le recul aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'aurait pas accepté cette opération. Il serait là. Il aurait peut-être des souffrances, hein, mais il serait avec nous. L'opération l'a mené à son décès. On est face à un chirurgien qui propose une intervention chirurgicale que nous considérons, nous, comme n'étant pas nécessaire. Nous pensons qu'au moment où il la propose, lui le sait. Lui le sait. Et donc, sachant pertinemment que cette intervention ne serait pas forcément nécessaire, la proposant à un patient qui, par nature, est en situation de faiblesse, à qui il va le demander un dépassement d'honoraires, donc une contrepartie financière, on est sur l'escroquerie et aggravé en raison de la nature même du patient qui, par sa position de patient souffrant, là on a un cas particulier, c'est qu'il est aussi âgé, on est en escroquerie aggravée. En réalité, au moment de l'intervention, cela fait déjà plus d'1 an que le chirurgien est visé par une enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Dans un rapport de 2016, la Caisse alerte sur ce médecin qui réaliserait certains actes, en nombre 4 fois supérieur à ses homologues. La pratique professionnelle de ce chirurgien était préoccupante et à l'origine de risques injustifiés pour les patients. 54 dossiers étaient alors considérés comme suspects. Mais malgré cette alerte, pendant 3 ans, le médecin, qualifié par la presse de chirurgien de l'horreur et de boucher, va continuer à opérer. Il faudra attendre 2019 pour qu'il soit suspendu par le Conseil de l'Ordre. Malgré nos demandes répétées, le Conseil de l'Ordre, la clinique et le chirurgien n'ont pas souhaité répondre à nos questions. On va s'installer là quelques instants. De nombreuses autres victimes présumées sont dans l'attente d'un procès. Maître Hervé Gerby, avocat de plusieurs d'entre elles, accompagne ce jour-là Christophe, 51 ans, à une expertise médicale. Ancien plombier, Christophe est en invalidité depuis les interventions réalisées par ce chirurgien sur ses cervicales. L'expertise doit déterminer si ces opérations étaient justifiées. Votre rôle à vous, là où c'est le plus important, c'est la description des différentes douleurs que vous avez eues. Dans les descriptions, parfois, les médecins demandent si c'est pulsatile, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui fait comme ça. Ah non, c'est continu et c'est là, ça vous touche. Donc c'est plus comme une forme de compression que vous sentez. On peut dire ça, oui. C'est toute la difficulté. Hein. Ouais, j'essaie d'imaginer ce qui est. La première image qui me vient, moi, c'est un couteau qui est enfoncé dedans et dans les cervicales de planter et je vis avec. Gauche. Au milieu. Au milieu, au niveau des cervicales, là où j'ai été touché. Hein. Pour les victimes, le plus dur, c'est de verbaliser. C'est de verbaliser, les douleurs. C'est très compliqué quand vous vivez avec des douleurs depuis des années et des années. Pouvoir expliquer à quelqu'un comment elles sont, c'est très compliqué parce que les personnes vivent avec leurs douleurs en permanence. Donc elles n'ont plus cet effet de surprise du début, où effectivement, au début, quand vous avez des douleurs, vous allez voir le médecin et vous êtes en capacité de lui dire « voilà ce que je ressens ». Mais quand ça fait 7 ans, 8 ans que vous vivez avec vos douleurs, vous êtes habitué. On est parti. L'expertise a lieu au CHU de Dijon et va réunir avocats des 2 parties, médecins experts et représentants des assurances. Nous n'avons pas eu le droit de filmer ce rendez-vous crucial. Il faut dire que selon les défenseurs des victimes, celles-ci sont régulièrement malmenées. Cette expertise est un moment difficile pour la victime. Il va falloir qu'elle s'exprime, qu'elle raconte son calvaire depuis le début, parfois avec des individus mis en cause présents autour de la table, parfois avec beaucoup de monde. Il nous arrive de faire des expertises où, s'il y a plusieurs parties à mettre en cause, on se retrouve 25, 30. C'est effroyable pour la victime, tellement ça va la paralyser. L'expert est médecin.
Il est indépendant et il est censé être impartial. Mais il est médecin et lorsqu'il appelle le praticien mis en cause, mon cher confrère, au décours des opérations d'expertise, c'est difficile à entendre pour la victime et difficile pour la victime de penser que l'expert va être indépendant, impartial et objectif. On va douter de vous. Non mais, M. Serretti, vous dites que vous ne pouvez pas marcher plus de 20 mètres, mais bon, marchez devant moi. Vous êtes en train de simuler, là. Et là, vous pouvez vous effondrer en larmes. Moi, j'ai vu des victimes s'effondrer en larmes. Et ne pas vouloir arrêter la procédure pour ne pas revivre une expertise. Au CHU de Dijon, l'expertise a duré 2 heures. Poussé dans ses retranchements par les représentants des assurances du chirurgien, Christophe est groggy. J'ai l'impression que j'ai été entendu du côté de l'expert. Mais voilà, quand vous êtes toujours remis en question, c'est pour ça que je dis que c'est un match de boxe, quoi, parce que on a l'impression que vous dites des bêtises en permanence, quoi, alors que moi, la vérité, je la connais, mes souffrances, je les connais, et je sais la vie que j'ai aujourd'hui, quoi, par rapport à ce que c'était avant ces opérations, quoi. Donc je suis lessivé, là. Ça se voit pas non plus, mais voilà, c'est difficile quand même. Christophe devra encore attendre de longs mois avant que l'expert ne rende son rapport. Si la responsabilité du chirurgien est reconnue, il pourra alors prétendre à des indemnités. Mais il reste une énigme. Ce médecin a-t-il sciemment pratiqué des interventions qui n'étaient pas justifiées? Selon les magistrats, ce chirurgien qui réalisait 4 fois plus d'opérations que ses confrères avait des revenus annuels se situant autour de 300 000 € grâce au dépassement d'honoraires, mais aussi grâce à une autre activité. Il concevait des vis et des implants pour une société de matériel chirurgical et touchait des commissions à chaque fois que son matériel était utilisé lors d'opérations du dos. Un élément supplémentaire désormais entre les mains de la justice. Quand on en est à une instruction où vous avez plusieurs dizaines de patients, si finalement on vous dit que sur ces plusieurs dizaines, ce qu'on retrouve comme constante, ce sont des indications opératoires qui n'avaient pas lieu d'être, il faut qu'on se pose la question du pourquoi. Est-ce que des kits opératoires utilisés proviennent de sociétés dans lesquelles il est directement ou indirectement intéressé? Ce sont des questions qui sont légitimes. Et l'instruction doit apporter des réponses à ces questions, quelles que soient les réponses. 41 plaintes ont été déposées contre ce chirurgien pour blessures involontaires et 2 autres pour homicide involontaire. Dans les affaires d'erreurs médicales, si la responsabilité d'un médecin est reconnue, c'est un autre combat qui s'engage pour les victimes, celui de l'indemnisation. Le seul moyen d'obtenir réparation lorsque l'on subit au quotidien les conséquences dramatiques de l'accident. Chez Nathalie, les travaux continuent pour rendre la maison accessible, 3 ans et demi après l'erreur de seringue commise par l'anesthésiste. Là, on aura déjà point zéro qui sera là. D'accord. Et de là, on repart à ras du mur. Là. Et puis on va arriver ici. Ok. Et au niveau profondeur? Profondeur, on va arriver. En gros, on va arriver à peu près ici au bout de la règle. Refaire la terrasse, un chantier à 19 000 €. Une dépense conséquente, mais indispensable. Ça fait 3 ans et demi que je suis pas allée dans le jardin. Voilà. Donc même s'il n'est pas immense, voilà, je l'aime bien, quoi. Et bon, ça va me faire plaisir de pouvoir y retourner. Et de pouvoir peut-être courir un peu, courir, que mes petits-enfants puissent courir et que moi je puisse suivre derrière. J'y suis jamais arrivée, en fait. J'arrive pas, j'ai peur de tomber en arrière. 19 000 € pour la terrasse, une goutte d'eau à côté des dépenses engagées par le couple depuis 3 ans. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Vous allez bien? Moyennement. Bon. Aujourd'hui, ils ont un rendez-vous capital avec leur avocate. Bonjour Mme Schenkel. Vous allez bien? Moyen. Moyennement aujourd'hui? Ouais. Bon, on va en parler ensemble? Ouais. Ok. Un nouveau rapport d'expertise vient d'être rendu et reconnaît les préjudices subis par Nathalie.
Les experts, ils sont tenus d'utiliser un barème médico-légal. Et donc, d'une certaine façon, et c'est atroce, mais de vous faire rentrer dans une case, votre souffrance. Donc, on a un certain nombre de postes de préjudice qui sont des préjudices d'ordre personnel. Vous avez vu les souffrances endurées, elles sont évaluées à 6 sur 7. Alors, il y a 7 sur 7, hein, mais moi, je l'ai... ça fait 16 ans que j'exerce et je crois que je ne l'ai jamais vu 7 sur 7. Donc, 6 sur 7 fait partie de ce qui correspond à l'évaluation la plus importante qu'on peut imaginer des souffrances de quelqu'un. Ça veut dire que là, il y a une vraie reconnaissance de votre souffrance physique, morale. Et donc moi, je vais traduire ça ensuite en indemnisation dans le cadre de la négociation ou devant un tribunal si la négociation ne se passe pas dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas tout. Nathalie, ancienne employée de banque, ne travaille plus depuis l'accident. Entre les salaires et les cotisations pour la retraite, c'est un manque à gagner qu'il va falloir compenser. S'y ajoutent 6 heures quotidiennes d'auxiliaire de vie, les soins et les équipements. Des besoins à calculer pour tout le reste de la vie de Nathalie. L'incidence sur vos droits à la retraite. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une négociation. On ne va pas se raconter d'histoire. Vos préjudices, ils sont extrêmement importants. Et d'un point de vue économique, ça va être effectivement une somme extrêmement importante. Correspondent à la hauteur de ce que vous avez vécu et à la hauteur de vos besoins, on sera nécessairement sur une fourchette qui dépassera le million. Mais jusqu'ici, l'assureur du médecin freine sur de nombreux points, comme l'attribution d'un véhicule adapté pour que Nathalie retrouve son autonomie. Ça aussi, on va l'indemniser. Je sais déjà qu'en fait, ils vont... J'ai déjà l'intuition qu'en fait, ils vont nous poser problème à l'amiable, quoi. Déjà, comme vu leur comportement actuel, on peut bien se dire qu'ils vont chipoter, quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est clair. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous avez entièrement raison. C'est une évidence absolue qu'effectivement, mes prétentions, vos besoins tels qu'on va les évaluer, ils ne vont pas être acceptés. Non. Ils ne vont pas être acceptés. On va néanmoins faire une négociation, mais on ne renoncera sur rien. Sur rien. Ces dernières années, des indemnisations records ont été attribuées dans certaines affaires, jusqu'à 10 millions d'euros. Des décisions contestées par les compagnies d'assurance, mais qui correspondent pourtant, selon les avocats des victimes, à une juste prise en compte des préjudices subis dans les accidents les plus graves. On va vous dire, cet individu a obtenu une somme incroyable de plus de 10 millions d'euros. Ça n'a rien d'incroyable. C'est juste que l'individu se trouve dans une situation dramatique, de dépendance totale. C'est-à-dire que vous êtes avec une autonomie proche de zéro et vous avez besoin de 24 heures sur 24 de quelqu'un à vos côtés pour faire tous les gestes de la vie. C'est malheureusement des situations que nous rencontrons fréquemment. Rien que ce poste peut, dans certains cas, dépasser les 10 millions. Est-ce que c'est élevé? Bien évidemment que non. Sa dépendance est totale. On n'est pas aux États-Unis. Les indemnisations qui se comptent en millions d'euros, il y en a quelques-unes en France par an. Bien souvent, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Et le décès est mal indemnisé en France. Vous perdez un proche, on va parler en quelques dizaines de milliers d'euros. On ne va pas parler, comme aux États-Unis, en quelques dizaines de millions de dollars. Après le décès de son mari, Huguette a reçu une proposition d'indemnisation de l'hôpital, 30 000 euros. Un montant qu'elle et son avocat jugent dérisoire. Car cette somme ne tient pas compte des multiples préjudices économiques engendrés par ce décès. Voilà la maison que j'occupais avec la barrière blanche. Notre ancienne maison que j'ai dû vendre à la suite du décès de mon mari. Nous y avons habité de 1976 à 2018. Donc ça faisait 42 ans. 42 ans sur lesquels il a fallu tirer un trait, car Huguette ne peut plus entretenir la maison sans son mari. Voilà, donc le lotissement. Voilà, la maison est sur la gauche là. L'erreur médicale a eu énormément de conséquences. De toute façon, c'était le déménagement. Ça a eu énormément de conséquences sur ma vie. Effectivement, les conséquences ont été dramatiques. Financièrement, moralement, tout a été... ça a été un grand chamboulement, un grand changement. Pour Huguette, une perte de patrimoine qui s'ajoute à la perte des revenus de son mari. Une baisse de niveau de vie que son avocat a chiffrée à près de 400 000 euros. C'est ce qu'il va falloir démontrer aux magistrats. Je
Je vous ai amené le dossier que vous... Très bien, très bien. Donc en effet, je vous avais demandé un certain nombre de pièces que on va pouvoir étudier pour amener en preuve auprès du tribunal. Pas de problème. Ces pièces, ce sont des attestations qu'Huguette a dû obtenir de ses anciens voisins. 13 lettres qui démontrent que c'est bien son mari qui prenait en charge tous les petits travaux de la maison. J'ai à peu près 13 attestations. Ça va, donc là, c'est chapitre entretien maison et vie du et couple. C'était, juste, D'accord. Je peux témoigner que monsieur prenait en charge de manière très assidue l'entretien de sa maison et de son jardin, et qu'il avait paysagé lui-même. Ah oui, il faisait... d'accord, il avait tout organisé, d'accord. La terrasse, tout fait, d'accord. Huguette a mis plusieurs mois à recueillir ces documents. Elle a aussi dû se replonger dans ses albums de famille afin de prouver que son mari finançait la plupart des loisirs. Un an et demi. Ça, ce sont les vacances d'hiver au ski. D'accord. Ah bah. Voilà. Donc vous partiez au ski avec des enfants et petits-enfants? Les enfants et petits-enfants, voilà. Ah oui. Et c'est vous qui invitiez tout le monde? Oui, absolument. Vous invitiez les enfants et les petits-enfants, et vous emmeniez les petits-enfants à l'école de ski. Voilà. D'accord. Donc on peut en effet considérer que la part de consommation pour la famille était sérieuse. En fait, eux, ils n'ont qu'une vision économique. Pour l'avocat d'Huguette, ces éléments intimes sont indispensables. Car dans les affaires d'erreur médicale, c'est à la victime d'apporter la preuve des préjudices subis. Le seul moyen de remporter un combat qui ne se joue jamais à armes égales. Ils exécutent quand même s'ils font appel. La position d'une victime est bien plus compliquée que celle de la compagnie d'assurance. Soyons très clairs. La compagnie d'assurance, elle a juste à savoir quand est-ce qu'elle va payer et le moins possible ou pas du tout. La victime, c'est comment je vais pouvoir me nourrir, mieux vivre, m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants. Vous voyez bien le gap absolu qu'il y a entre les deux situations. Et enfin, l'adversaire, il a aussi l'outil, l'assureur, de l'épuisement ou du décès. Cela fait déjà 3 ans que dure cette bataille de chiffres avec les assurances. Mais à 67 ans, Huguette est déterminée à aller au bout de son combat. Quant à Nathalie, toujours en attente de son indemnisation, elle s'est fixé un nouvel objectif. Elle, qui courait régulièrement avant son accident, a décidé de reprendre l'entraînement. Salut! Ça va? Bon. Tous les mardis, Nathalie retrouve son coach et son partenaire d'entraînement. Si en fauteuil les sensations sont différentes, l'envie de se dépasser est intacte. Allez, on continue. Allez, on continue comme ça, c'est très bien. Ouais, c'est bien Nathalie comme ça. Très bien. Allez! Malgré les douleurs, Nathalie a participé à un 5000 mètres le mois dernier. C'est bien. Partez! Allez, go! Mais ce n'est qu'une première étape, car elle rêve toujours du marathon. C'est bien. Hop! On arrête. Je pense que si j'avais pas eu cet accident, je pense que je l'aurais déjà fait le marathon, quoi. Donc, franchement, si je pouvais y arriver, ce serait le top. Hein. Donc, j'espère, hein, je m'accroche. Voilà. Donc, c'est mon espoir, en fait, c'est ça. Mais le marathon judiciaire de Nathalie, lui, est loin d'être terminé. Si elle espère obtenir rapidement une indemnisation, elle ne sait toujours pas si l'anesthésiste sera jugé. Une double peine que subissent l'immense majorité des victimes d'erreurs médicales.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat avec nos invités. Claude Rambaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Lien. C'est une association de défense des patients et des usagers de la santé qui a notamment pour mission de défendre les victimes d'accidents médicaux. À vos côtés, François Jolin, bonsoir. Bonsoir. Anesthésiste réanimateur. Pour réduire les risques d'erreurs médicales, vous avez créé avec l'un de vos confrères la Patient Safety Database. En français, c'est la base de données sur la sécurité des patients qui permet à des soignants de partager leurs expériences. Et vous présidez également l'association Facteurs Humains en Santé, qui regroupe des professionnels de santé, mais également des professionnels venus d'autres secteurs, comme des pilotes d'avion ou encore des contrôleurs aériens, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Avec nous également Jean-Christophe Coubris, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous entendre dans ce documentaire. Vous êtes avocat spécialisé en droit du dommage corporel et vous êtes l'auteur de ce livre absolument passionnant qui s'appelle Au nom de toutes les victimes. C'est publié chez Flammarion. Vous y revenez sur 20 ans de combat aux côtés de victimes d'erreurs médicales et de médicaments. Vous avez notamment récemment défendu de nombreuses victimes du Mediator. Tout à l'heure, nous entendrons le témoignage de Maya, dont la fille Luna vit depuis 18 ans avec un handicap très lourd à cause d'un mauvais diagnostic aux urgences quand elle n'était encore qu'un bébé. Mais avant de commencer à répondre à vos questions, on va écouter l'histoire de Christine Satin. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous avez vécu un cauchemar à l'occasion d'une banale opération du rein. L'histoire débute en 2016. Vous vous réveillez une nuit avec des violentes douleurs au ventre. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ça va. Et donc, oui. Vous suspectez un calcul dans le rein. Voilà, je suspecte un calcul dans le rein. Au départ, on ne savait pas trop, donc je passe mon médecin m'envoie passer une coloscopie virtuelle, un scanner. On trouve en effet qu'il y a un calcul. Je m'oriente vers un grand hôpital de la PHP qui est réputé pour être un spécialiste de l'urologie. Là, on me dit qu'on va me faire une banale intervention par les voies naturelles. En fait, casser le calcul et puis éliminer les fragments. Par une urétroscopie souple, c'est-à-dire les voies naturelles. Et puis 10 jours après, j'ai un chirurgien qui m'appelle sur mon portable pour me dire que le calcul serait trop gros, qu'on ne peut pas faire l'intervention telle qu'elle était prévue, alors qu'on m'avait fait vraiment une indication opératoire pendant la consultation. Et il va falloir faire ça à une autre date et qui sera l'opérateur. La veille de l'intervention... Tout ça se passe uniquement au téléphone. Au téléphone. La veille de l'intervention, il vient juste me voir dans la chambre pour juste se présenter, me dire qu'il viendra me chercher l'après-midi et que je serai opérée le lendemain. Et à un moment donné, il me fait signer un petit papier en me disant que comme il y a une caméra dans mon corps, il faut signer... ce papier parce qu'il y a des formations qui sont faites autour de l'explosion des calculs. Et vous précisez bien que vous avez des antécédents médicaux, et notamment une ablation de la rate. Voilà. Qui change l'anatomie de la région, bien évidemment. Complètement, et que j'ai 27 clips dans cette zone-là, donc c'est plutôt ce qu'on appelle une zone un peu minée. D'accord. Voilà. Donc quand vous entrez dans le bloc... Quand j'entre dans le bloc, c'est un peu particulier parce que le bloc est ouvert, un peu comme ici. Il y a parfois des gaffeurs. On vous fait rien ici, c'est promis. Il y a des gaffeurs qui tiennent des fils et il y a une animation toute particulière avec une quinzaine de personnes en tout qui viennent. Donc je trouve ça un petit peu étrange. Je vois personne que j'ai pu voir dans l'équipe la veille, ni le médecin. On me branche ma perf, on me fait la checklist, savoir si c'est bien moi, etc. Et au moment où je commence à être vraiment très inquiète parce que je ne comprends pas pourquoi je suis là, je demande à voir mon médecin, celui que j'ai vu la veille. Et à ce moment-là, il y a un médecin qui arrive, donc les mains en l'air. Donc je suis sûre que c'est lui le chirurgien, il se présente comme tel. En tout cas, je suis votre chirurgien. Il me dit son nom, qui est un nom italien. Vous n'avez jamais vu, jamais entendu parler. Personne m'a dit que cette personne allait m'opérer. Et à ce moment-là, au moment où je dis « mais non, pas du tout, vous n'êtes pas mon médecin », et je suis complètement dans un effroi total, à ce moment-là, on m'anesthésie. D'accord, d'accord. On vous endort. On m'endort. Vous vous réveillez quelques heures plus tard avec des douleurs extrêmement importantes. Il faut du temps pour que vous arriviez à voir les médecins compétents, mais on constate qu'il y a eu une grosse complication. Ouais, je mets 36 heures surtout pour être revue par un médecin. Je saurai par la suite pourquoi, mais à ce moment-là, je réclame parce que j'ai des douleurs intenses, je suis résistante à la morphine, c'est compliqué de me calmer. J'en avais informé. L'anesthésie, c'est écrit dans mon dossier. Et à ce moment-là, à force de réclamer vraiment de manière extrêmement forte, parce que j'ai des douleurs énormes, j'ai des diarrhées, j'ai des vomissements permanents, on finit par appeler le chef de service qui se présente à moi
et qui me dit qu'il va falloir passer au scanner. Donc ils attendront encore 6 heures. C'est dans la nuit seulement que je serai passée au scanner. Une perforation du côlon qu'il faut Voilà. vraiment opérer, complication évidemment lourde. Voilà. Vous avez l'impression que ce chirurgien qui vous a opéré, donc ce chirurgien italien, n'avait pas regardé votre dossier, notamment ces antécédents-là? Je lisais un modifie l'anatomie et qui peut expliquer effectivement que le côlon ne se situe plus exactement à la bonne position parce que la rate n'est plus là. Alors, en fait, oui. C'est vrai que quelques heures plus tard, je m'apercevrai avec ma fille qui vient à mon chevet que le nom de ce chirurgien, que je cherche sur Internet, enfin, elle cherche sur Internet puisque je ne suis pas en état de faire ça, et on tombe sur le Twitter de cette personne qui a tweeté à l'heure où j'étais au bloc, avec écrit sur son bonnet de chirurgien au feutre le nom de Mini Percute Yes Please, donc le nom de cette intervention. Et après, on va, en cliquant sur le hashtag Challenge in Endo-Urologie, tomber sur un site internet d'un programme en direct de l'hôtel Marriott à Paris, avec 700 personnes invitées, qui ne sont pas tous des médecins, pour préciser. Et en direct, donc, votre intervention. Voilà, en direct, mon intervention. Donc je comprends. Jamais on vous avait dit ça? Pas du tout. Donc je comprends que je fais l'objet de quelque chose qui me paraît... Enfin, au début, je ne me crois pas moi-même, en fait. C'est-à-dire que je découvre des choses, mais ça me paraît tellement incroyable que je me dis, j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est pas possible que ça arrive, ça. Et donc, en effet, je commence à poser des questions. Je sens des gènes de part et d'autre. Je sens que s'installe une espèce d'omerta, tandis que je réclame aussi l'équipe de la douleur, parce que j'ai des douleurs intenses qui ne sont pas calmées. Enfin, une perforation colique, c'est très douloureux. Et donc, à ce moment-là, je sens qu'on évite de me dire la vérité. Donc, vous n'aviez jamais donné votre consentement éclairé? Non. Et ce chirurgien donc, ne faisait pas partie de l'équipe de Tenon? Pas du tout. Alors, oui, j'apprendrai par la suite que non seulement il n'a pas de contrat avec la PHP, mais aussi, il est surtout pas inscrit à l'ordre des médecins. En France. En France. Donc, il opère comme en il est Italie. chirurgien en Italie, mais même quand je me renseigne auprès du Conseil de l'ordre pour savoir si, je ne sais pas, comme dans d'autres métiers, il peut y avoir des freelances, des gens qui arrivent pour une journée, qui font quelque chose comme ça, j'ai vraiment une réponse dans laquelle on me dit non, à partir du moment où il n'est pas inscrit, il n'a absolument pas le droit d'opérer en France. À ce titre-là, à partir du moment où il est en France, il n'est pas médecin. On va continuer avec votre histoire tout à l'heure, bien sûr, et sur les suites judiciaires, puisque vous avez saisi le tribunal administratif. Mais il faut savoir que, donc, selon les associations de patients, il y aurait chaque année en France 450 000 accidents médicaux, près de 60 000 décès, 60 000 morts. C'est quand même la troisième cause de mortalité, derrière les accidents cardiovasculaires et les cancers. Comment, Claude Rambaud, on arrive à ces chiffres, puisqu'en fait, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de données? En France, on a très peu de données, disons, vraiment fiables sur lesquelles on peut s'appuyer. En particulier en matière d'accidents, de décès du fait d'accidents médicaux. C'est très, très mal recensé. Alors, on a des données à partir éventuellement des affaires des tribunaux, mais il y a très peu de gens qui vont devant les tribunaux pour demander réparation, par exemple, sans aller sur les questions des plaintes. Pour demander réparation, il y en a très peu. Tout le monde ne sait pas, d'ailleurs, pu être victime d'une erreur médicale. Attention, toutes les erreurs ne sont pas des fautes. Bien sûr, on va refaire ce distinguo, bien évidemment. Tout à l'heure, évidemment, bien entendu. Donc, on a très peu de recensement. Il y a un système, et c'est dit dans le documentaire, de traçabilité, de remontée des événements indésirables, mais qui fonctionne très mal. Comme le dit M. Serretti, qui est président du Lien, ça fonctionne très mal. Lui, il dit que s'il y avait une sanction du défaut de déclaration, ça irait peut-être mieux. C'est pas du tout évident. Donc, on a très peu. Mais on a des données qui viennent d'autres pays et qui recensent. En ce qui concerne, par exemple, les décès, c'est un patient sur 300 décéderait d'un accident médical. Un patient hospitalisé. On ne prend pas en compte la médecine de ville. Donc, bon, c'est une grosse nébuleuse. D'accord. Docteur Jolin, on demande à quoi sont dues les erreurs médicales. C'est vaste. C'est très vaste. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un drame humain. C'est un drame humain dans lequel les premières victimes sont les patients et leurs familles.
Vous avez mentionné ici les accidents, mais il y a évidemment dans ces accidents des gens qui vont décéder, des gens qui vont survivre avec des séquelles. La question de comment on arrive à ce chiffre est effectivement assez complexe. Il y a des analyses rétrospectives. En France, il y a eu 2 études qui ont été réalisées en 2004 et en 2009, qui sont les études ENEIS, donc les enquêtes nationales sur les événements indésirables associés aux soins. Il y en a une qui a été commencée en 2019, mais qui a été interrompue malheureusement à cause de la pandémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mécanismes sont complexes. Et il y a énormément de mécanismes. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est de confondre déjà erreur et faute, puis dans l'erreur, de mélanger erreur et conséquence. Aujourd'hui, dans une activité de soins, malheureusement, et c'était en partie l'objet de ma thèse, la vision de l'erreur chez la plupart des soignants est associée à la conséquence. C'est-à-dire qu'une situation qui va conduire à une conséquence va être labellisée comme une erreur, on va faire une déclaration, en tout cas il faudrait le faire, mais il y a aussi beaucoup de situations, et c'est ces événements-là qui sont finalement les plus importants, et on parle de presque événements ou de presque accidents. Ce sont ces événements où ce sont des situations d'erreur où il n'y aura pas de conséquences parce qu'il y aura un rattrapage, parce qu'il y aura de la chance, parce que Monique, l'infirmière, est de passage et elle va rattraper à la dernière minute cette histoire qui aurait pu très mal finir. Ça, aujourd'hui, c'est encore très lié à de la chance. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre ça justement beaucoup plus systématisé, ces systèmes de récupération. On nous demande donc comment on fait la différence entre faute, accident et aléa thérapeutique, parce que c'est un peu compliqué pour le grand public. Il y a une vraie difficulté de sémantique. En effet, il y a cette notion d'erreur médicale que l'on pourrait peut-être appeler accident médical. Donc si on part sur l'accident médical, il peut être à la fois composé d'un événement qui n'est pas le fait du geste de quelques praticiens, mais d'un événement imprévisible, extrêmement rare et qui peut avoir des conséquences gravissimes, mais qui écarte complètement la notion de faute. Et puis il y a aussi ces accidents médicaux qui sont des conséquences d'une faute par négligence, par mauvais diagnostic, par un geste trop agressif ou maladroit. Et c'est vrai que c'est pas si simple que cela de faire la nuance, d'autant plus que c'est le rôle des experts lorsqu'ils sont missionnés. Et parfois, on a tendance à trop souvent avoir un réflexe vers l'aléa thérapeutique pour protéger ou pour excuser le comportement de tel ou tel médecin. Donc c'est un combat permanent pour que les expertises soient les plus objectives et les plus transparentes, sachant qu'une victime d'une erreur médicale, faute ou aléa thérapeutique, n'aura pas du tout les mêmes indemnisations, si on parle de procédure, n'aura pas du tout non plus la même satisfaction parfois en termes de sanctions à l'égard de tel ou tel médecin, alors que c'est un de ses ressentis, c'est une de ses motivations. Et il est vrai que l'aléa thérapeutique, même s'il permet dans certains cas l'indemnisation, n'apporte pas toujours satisfaction et peut parfois maquiller ce qui a été une réelle erreur, une réelle faute, mais il en avait été décidé autrement par l'expert. Et d'autant que ce soit un aléa thérapeutique ou une faute, les conséquences peuvent être gravissimes dans les deux cas. Bien évidemment. Donc, la gravité de l'événement et les séquelles, le décès ou les séquelles extrêmement graves que va conserver la victime ne sont pas liées à la notion de faute ou d'aléa thérapeutique. Oui, si je peux intervenir, juste sur cette notion de faute et erreur, je pense qu'il y a, dans le domaine de la sécurité, le terme faute n'existe pas réellement, sauf si on parle de violation. Violation, c'est-à-dire c'est une déviance volontaire. Par exemple, c'est conduire sans ceinture de sécurité volontairement. Erreur, c'est conduire sans ceinture de sécurité parce qu'on a oublié de la mettre. Et heureusement, aujourd'hui, on commence à avoir dans certaines industries des systèmes qui permettent de récupérer ces erreurs. Par exemple, aujourd'hui, dans certaines voitures, vous ne pouvez pas allumer le contact si la ceinture de sécurité n'est pas mise. Évidemment, on pouvait conduire sans ceinture de sécurité et ne jamais avoir d'accident. Et donc, c'est là où la différence entre erreur et accident intervient, c'est que vous n'avez pas mis de ceinture, mais il n'y a pas eu de conséquences. Et c'est ça la différence vraiment entre erreur, accident et faute, qui est je grille un feu rouge volontairement, je ne mets pas de ceinture volontairement. Et je mets en danger. Je viens à l'hôpital alcoolisé, j'opère des patients qui ne devraient pas être opérés. Voilà, ce qui a été un petit peu où je fais des choses qui ne sont pas déontologiques, qui ne sont pas correctes. Mais ça, j'ai envie de dire, j'espère que c'est une minorité. Par contre, le fait de conduire en oubliant sa ceinture, c'est plus fréquent. ça, on va en parler, c'est malheureusement fréquent.
Et c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour parler des solutions pour justement limiter ces erreurs-là. Claude Rambaud, on nous dit... Oui, pardon. Je veux bien prendre la parole par rapport à cette notion-là, puisque à l'expertise, c'est justement ce que m'a dit la PHP. On m'a dit, vous savez, un accident, ça peut arriver, vous prenez votre voiture le matin, et puis vous avez un accident le soir, c'est pas prévu. Et moi, j'ai eu l'impression, dans mon histoire, que, en effet, il y avait eu quelqu'un qui avait décidé pour moi que ma voiture, elle n'était pas révisée, qu'elle avait les pneus dégonflés et qu'on avait grillé les stops, les rouges. Donc, j'ai répondu à cette personne de la PHP. Dans ce cadre-là, on a un peu plus de risque d'avoir un accident. Absolument. Et c'est ce qui m'est arrivé. La PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On nous dit qu'un système hospitalier sous pression depuis le début de l'épidémie de Covid-19, est-ce que le nombre d'erreurs médicales a augmenté dans notre pays? Non, parce qu'on a beaucoup déprogrammé. Oui. Donc, il y a beaucoup moins d'accidents médicaux. Je voudrais compléter sur les erreurs, parce que c'est difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas dans nos métiers, la différence entre une erreur et une faute. Je vais donner un exemple assez typique, c'est l'erreur de diagnostic. On peut commettre une erreur de diagnostic, ce qui va d'ailleurs entraîner souvent une erreur de traitement. Mais simplement parce qu'on n'a pas toutes les données du patient, parce qu'il y a des données biologiques qui ne sont pas présentes, ou parce qu'on ne connaît pas tous les antécédents, et on peut commettre une erreur de diagnostic. Et ce n'est pas neutre, parce que l'erreur de diagnostic, c'est dans les études qui sont faites, c'est en général 10% des accidents médicaux. D'accord. On va l'entendre, on peut parler. Mais une erreur de diagnostic peut être fautive également, parce que c'est tout simplement, c'est le cas malheureusement de Luna, on n'a pas fait tous les gestes pour pouvoir porter le bon diagnostic. Et il y a un protocole relativement simple à mettre en place, il n'a pas été réalisé, et on passe à côté du diagnostic, et pour moi, il y a une faute professionnelle certaine. Oui, et c'est là où vraiment, effectivement, les expertises vont se... Enfin, ça va être très compliqué, le jugement est très compliqué, vraiment. Oui, sachant qu'elles sont indispensables. C'est ça, bien sûr. Peut-être pour éclairer un point là-dessus, en 1979, il y a eu un accident nucléaire assez important, 3 Mile Island, et qui a été analysé a posteriori par pas mal de psychologues du travail, d'ingénieurs, d'ergonomes. Et je pense en particulier à Rasmussen, qui est cette personne qui a, avec James Reason, celui qu'on connaît... aussi sur l'erreur humaine, qui a écrit ses livres très connus sur l'erreur humaine, décrit 3 types d'erreurs. Le premier type d'erreur, c'est ce qu'on appelle les erreurs de routine. C'est des choses qui surviennent dans ce qu'on appelle un mode automatique. Vous sortez de chez vous, vous oubliez les clés à l'intérieur. Vous commencez à allumer la voiture sans avoir mis la ceinture, etc. Reason, au passage, lui, a décrit cette erreur parce qu'il versait son thé au moment où son chat miaulait, et en fait, il a versé les croquettes dans son thé. Donc, il a fait, les 2 tâches en parallèle, et ça s'est malheureusement mélangé. Le deuxième type d'erreur, c'est ce qu'on appelle des erreurs des erreurs de procédure, c'est-à-dire que vous allez engager une procédure, donc en l'occurrence réaliser une suite d'actes techniques, mais malheureusement, ce qui vous a conduit à réaliser cette procédure n'a pas bien été identifié. Vous n'avez pas eu une conscience de la situation parfaite, et donc vous avez engagé la mauvaise procédure. C'est des choses qu'on peut voir en aéronautique, c'est des choses qui sont très bien décrites. Pour donner un exemple en anesthésie, ce serait par exemple réaliser une induction en séquence rapide, donc c'est des inductions d'anesthésie qu'on peut réaliser dans des situations précises, alors que le malade n'en a pas besoin, ou au contraire réaliser une séquence normale alors qu'il faudrait faire une séquence rapide. Mais parce qu'on a des biais cognitifs qui vont probablement aussi influencer ce que l'on perçoit de la situation. Et enfin, vous avez des erreurs de type connaissance. Donc ça, c'est heureusement des choses très rares. Et c'est des situations en général qui surviennent quand l'expert n'a pas les connaissances et il est exposé à une situation qu'il n'a jamais rencontrée. Et on a un peu vu ça au début de la pandémie, puisque c'était une nouvelle maladie, et on a réalisé des choses qu'aujourd'hui on ne réalise plus, parce qu'on a l'expérience, parce qu'il y a eu des partages, parce qu'il y a eu des retours. Voilà. C'est vraiment ces 3 grands types d'erreurs, qui est un peu technique, mais en fait, ces mécanismes-là permettent d'expliquer aussi, finalement, aussi pourquoi certains types d'accidents surviennent. On l'a entendu, on manque de données fiables sur la nature des accidents médicaux qui surviennent dans les cliniques et les hôpitaux. Donc on s'appuie effectivement sur des études internationales comme celle qui a été publiée en 2019 dans le British Medical Journal et qui a analysé les données de plus de 300 000 patients dans le monde. Il en ressort que parmi les erreurs médicales les plus fréquentes, on retrouve en tête les prescriptions de médicaments inadaptés, les interventions chirurgicales, les infections liées aux soins et les mauvais diagnostics. Et c'est justement de ça dont on va parler tout de suite avec vous, Maya Handy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec votre fille Luna qui a 19 ans. Bonsoir Luna, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous ce soir, si tu n'es pas trop fatiguée.
Vos vies à toutes les deux ont basculé en avril 2003. Luna avait à l'époque 8 mois. Une nuit, elle a de la fièvre, elle vomit, elle n'arrive pas à dormir et vous l'emmenez aux urgences du CHU de Nantes. Déjà, vous aviez vu votre médecin traitant l'après-midi, oui. Qui avait pensé à une gastro, c'est ça, une gastroentérite. Oui. Et donc, comme ça ne s'arrange pas du tout, vous l'emmenez aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Luna a 39,9 de température, elle vomit. Elle est dans un état de mal, on le voit, donc on l'emmène aux urgences dans la nuit. Les urgences sont très calmes. Oui. On est reçu, donc on est installé dans un box. On est vu par une infirmière qui installe Luna. On la découvre et on attend une interne. Oui. Au bout d'un moment, l'interne arrive et en fait, pareil, l'ausculte assez rapidement. Nous dit de faire une CBU, une analyse urinaire. Oui. Et puis nous dit que Luna, c'est un bébé, que c'est pas la première fois qu'elle a de la fièvre, c'est pas la dernière fois qu'elle en aura. Rentrez chez vous, tout va bien. Pas d'autres examens demandés. Donc vous repartez dans la nuit. Je fais ce qu'on me dit. C'est ça, vous n'avez pas testé votre premier enfant. Oui. Donc pas effectivement tellement d'idées effectivement de ce que ça peut être. Et quelques heures plus tard, l'état de Luna s'est aggravé. Oui. Elle supporte pas d'être allongée, donc elle a essayé de se reposer dans son transat. Et puis c'est un bébé qui commence à avoir un petit peu les yeux révulsés et qui se tire un petit peu comme elle peut, un bébé de 8 mois qui se tire un petit peu sur les cheveux. Et là, ça va pas. Vous voyez aussi que la fontanelle était un peu gonflée. La fontanelle a commencé à être gonflée, oui. Et du coup, on est retourné aux urgences. Oui. Et là, quand on est arrivé aux urgences et qu'ils ont vu l'état de Luna, ils l'ont tout de suite prise en charge et ils ont vu que c'était grave, en fait. Donc là, c'était un médecin qui l'a reçu, interne. Oui. Là, la deuxième fois, on a été, oui. Là, on fait une ponction lombaire, méningite, donc traitée avec 24 heures de retard. Oui. Elle va passer, Luna, 1 mois en réanimation, puis ensuite dans une unité spécialisée pendant 2 autres mois. Oui. Le problème, c'est qu'il y a eu 24 heures perdues avec des conséquences lourdes. Elle souffre de quoi exactement aujourd'hui? Alors Luna, elle est polyhandicapée. Elle est très fatigable, comme on peut. Oui, c'est normal. Non, puis en plus, un plateau, c'est quand même assez... là, il y a la lumière, il y a tout, la pauvre. Une forte épilepsie. Elle est pharmacorésistante, donc elle convulse pratiquement tous les jours. Oui. Elle a eu de nombreuses opérations orthopédiques. Du rachis, elle a une barre de métal le long de la colonne vertébrale, une plaque dans le bassin. Elle a été opérée plusieurs fois des hanches, luxation, les pieds. On imagine avec des douleurs... Avec des douleurs, avec une appréhension aussi, parce que quand on est habitué à souffrir, du coup, on est toujours un petit peu dans... elle attend d'avoir mal, en fait. D'accord. Donc, et du coup, la fatigue qui vient se mettre, et la fatigue qui enclenche des crises d'épilepsie. Donc, voilà. Alors, la direction de l'hôpital de Nantes a reconnu la faute de l'interne. En mai 2004, il y a eu une première expertise qui a déterminé que 60% des préjudices de Luna étaient liés à ce retard de diagnostic. On y reviendra tout à l'heure. On imagine que votre vie a complètement été arrêtée à ce moment-là, bouleversée. Alors, sur le coup, on n'y pense pas. On n'est pas dans ça, puisqu'on a un bébé qui va bien et le lendemain, qui ne va plus bien. On est en réanimation. On espère qu'elle va sortir de l'hôpital et que tout va recommencer. Voilà. Surtout qu'on est confronté au milieu médical, donc aux phrases, aux petits mots. Moi, en réanimation, on m'a dit attendez-vous à ce que Luna vous appelle jamais maman. Des choses comme ça. Ce qui est assez... toute la brutalité de tout ce qui vient en plus de ce qui s'est passé. On n'imagine pas, en fait, au départ. Et puis après, oui, on apprend à vivre avec... en fait, on sort de l'hôpital, on se débrouille et c'est parti, on fait comme on peut. Justement, comment vous êtes organisée? Vous avez dû arrêter de travailler? J'ai arrêté de travailler. Oui. Je me suis mise en congé parental tout de suite. Et puis, j'ai essayé de reprendre un petit peu après, des années après, mais c'est trop compliqué. Et vous en occupez à plein temps? Alors, elle va dans un centre la journée, quand elle n'est pas trop fatiguée ou qu'il y a tout ça. Elle rentre tous les soirs et oui, je m'en occupe tout le temps. Évidemment, tout ça coûte très cher. Donc, vous avez mené de front un autre combat qui était celui de l'indemnisation. Vous en êtes où? Alors, avec Maître Coubris, j'espère qu'on arrive à la fin, puisque ça fait quand même 18 ans, au mois d'avril prochain, ça fera 19 ans qu'elle a fait sa méningite. On avance, on a eu une provision de verser. C'est passé au tribunal administratif. Par l'assureur de l'hôpital? Voilà. On est passé au tribunal administratif de Nantes. Donc il y a eu une provision qui a été versée l'année dernière, au mois de juin. Et là, on attend la finalité du jugement. Oui. Et la provision a été de combien? d'1 million d'euros.
1 million d'euros, parce qu'on imagine bien d'abord qu'il y a tout le matériel, la prise en charge quotidienne, et puis l'avenir à assurer. Il y a tout le matériel, il y a l'avenir, et puis aussi il y a la notion, ça a été très long pour moi d'avouer ça, mais la notion que Luna a le droit de partir en vacances, de vivre, d'avoir une vie chouette, de ne pas se contenter de vivre dans un HLM, d'avoir les fauteuils les moins chers, parce que voilà, elle est polyhandicapée, ça coûte cher, mais on n'est pas obligé de vivre avec tous les minima, et Luna aussi a le droit de partir en vacances comme tout le monde, d'avoir des beaux habits, voilà. Elle a le droit d'avoir une vie... Le fait que l'hôpital ait reconnu la faute de l'interne, c'était important quand même ou pas? Ça a changé quelque chose pour vous ou pas? Alors sur le moment, non. Ensuite, oui. Oui, on a un statut en fait. Donc, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours... Voilà, cette interne, on ne l'a jamais revue, on ne sait pas. Enfin, je pense qu'elle a mené sa vie. Je ne sais pas si elle exerce encore. Je sais. D'accord, donc vous savez quand même. Qu'elle est médecin généraliste. Enfin, je suppose que voilà, elle a mené sa vie, un mari, des enfants, une maison, un chien, pendant que nous, voilà, on attendait. C'est juste, on lui en veut pas. J'ai pas de colère. Ouais, pas de colère. Non, ça sert à rien. Non, mais c'est vraiment, on a autre chose à faire. En fait, ça servira à rien. Ça servira à rien. Mais par contre, c'est juste cette injustice de la balance qui fait que nous, on attend et que Luna se contente de peu et n'est pas reconnue. Encore, en fait, c'est plutôt pour elle que ça me... Parce qu'elle n'est pas reconnue réellement comme victime jusqu'à alors que l'interne et l'hôpital continuent à fonctionner et tout ça. Et avec ce qu'on vous a versé a priori, vous pensez que son avenir pourra être assuré correctement? J'espère. Après, on n'a pas... Enfin... On n'a pas besoin d'habiter un château, quoi. C'est juste que je voudrais que Luna, par exemple, si moi, il m'arrive quelque chose demain... Qu'elle soit protégée. Ouais, c'est ça. C'est ma plus grande angoisse maintenant, quoi. C'est si moi, il m'arrive quelque chose, qu'elle ait de quoi vivre, de quoi avoir du personnel qui s'occupe d'elle, une infirmière. Oui, elle est en train de convulser. On va vous laisser. Merci infiniment, vraiment. Je vous en prie, merci beaucoup, Luna. Effectivement, elle est fatiguée, la pauvre. Oui. Maître Koubris, vous êtes l'avocat, donc effectivement, de Maya. Ça fait des années que vous suivez ce dossier. On assiste là, et on l'a tout à fait entendu dans le documentaire, à un exemple très classique de la bataille qui oppose les victimes d'erreurs médicales aux compagnies d'assurance. Alors, c'est en effet un exemple très classique en ce qui concerne la bataille des indemnités, mais il faut tout de même noter le caractère exceptionnel, et ce sont des centaines de victimes que nous aidons tous les ans, et quand je dis exceptionnel, ça relève de l'ordre de 3 à 4% des cas que je connais, c'est la reconnaissance de la faute de l'hôpital. Oui. J'ai un hôpital qui, dès le début, a reconnu que son interne s'était trompé. Et Madame Andy, vous l'aurez dit, si on ne lui avait pas donné cette information, elle n'aurait jamais envisagé l'erreur de diagnostic. Elle n'aurait jamais envisagé cette procédure qui, aujourd'hui, va sécuriser, ça je l'affirme, l'avenir de Luna. Je ne pourrais rien effacer de tout ce qui lui est arrivé, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on va pouvoir la protéger financièrement jusqu'à la fin de sa vie et surtout aider cette famille qui est remarquable. J'ai toujours vu Luna sourire, toujours. Et sa maman aussi. Et je ne l'entends jamais se plaindre. Alors que vous l'avez bien compris, elle a sacrifié sa vie. Elle n'aimerait pas ce terme. Non. Elle a donné sa vie à sa fille. Elle est 24 heures à 24 en contact parce qu'elle vous dit que de temps en temps, sa fille est au centre, mais c'est plutôt rare et les crises d'épilepsie sont très répétées. Donc nous sommes dans une situation malheureusement classique où l'hôpital a avoué, et avec intelligence, avec humanité, et a eu un parfait comportement. Mais par contre, et c'est très souvent le cas, la compagnie d'assurance, elle, se bat depuis le début pour minimiser l'indemnisation. Et si nous avons une procédure qui a duré aussi longtemps, certes, je sais bien, les procès durent toujours longtemps, les procédures sont très longues, mais il faut savoir que pour un enfant, Luna avait 8 mois quand tout ça s'est passé, quand elle a basculé dans l'horreur. Il faut attendre la consolidation, c'est-à-dire l'état stable. Et l'état stable, c'est la fin de croissance. Donc pour tout enfant qui vit une erreur comme Luna, il faudra attendre entre 14 et 18 ans. Mais il peut y avoir des provisions avant. Et nous obtenons des provisions avant, qui n'ont jamais été contestés, sauf sur le montant. Donc il a fallu systématiquement partir devant les juridictions pour pouvoir les obtenir. Et là encore, sur la liquidation de la procédure, j'ai dû engager la liquidation de l'indemnisation de Luna, j'ai dû engager une procédure contre le tribunal, car nous ne parvenons absolument pas à discuter sérieusement avec la compagnie d'assurance de l'hôpital. Et ça, c'est fort regrettable, parce que ça retarde inévitablement la procédure. Et puis, de toute façon, le tribunal va les condamner, quoi qu'il arrive. D'accord. Juste une question, M. Jolin, c'est...
là, effectivement, on a compris que l'interne a continué à exercer, qu'elle est médecin généraliste. Comment on peut vivre quand on est médecin avec quelque chose comme ça dans son passif? C'est une question effectivement très importante. Je vous remercie. Je le disais tout à l'heure, c'est un drame humain. Je disais en premier pour les patients, leurs familles, mais c'est aussi également un drame pour les soignants, qu'on a tendance aussi d'ailleurs à appeler seconde victime. Il faut quand même savoir que personne, aucune institution, aucun soignant ne vient travailler à l'hôpital ou ne vient travailler pour soigner avec l'idée de nuire. D'ailleurs, le serment dit d'abord ne pas nuire. Donc effectivement, c'est très compliqué. Il faut savoir aujourd'hui qu'un soignant sur 2 va, dans son expérience professionnelle, dans sa carrière, être confronté à un accident, à un événement grave, comme on dit, potentiellement un décès, qui aurait pu être évitable. Donc il y a un vrai sujet ici pour les soignants. Et votre témoignage me fait penser à ça, c'est qu'il y a probablement une conscience à développer sur le fait que exercer les soins, exercer la médecine, prodiguer des soins est une activité à risque. Et si c'est une activité à risque, nous sommes aujourd'hui obligés, c'est une nécessité, et c'est la raison pour laquelle je m'engage aujourd'hui corps et âme, nous sommes obligés de comprendre comment les humains fonctionnent, comment les organisations fonctionnent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a fondé cette association qui s'appelle Facteurs humains en santé, qui est une traduction de l'anglais de fonctionnement humain et organisationnel, et qui justement s'appuie aussi sur d'autres domaines qui ont investi ces champs de l'ergonomie, de la sociologie, du design, pour parer aux risques et faire ce qu'on appelle de la maîtrise des risques, et justement garantir des soins sûrs, de haute fiabilité. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. On nous demande, parce que pour pouvoir déjà comprendre et ensuite éventuellement engager des recours, il faut le dossier médical. On nous demande comment on a accès à son dossier médical. Oui, alors... c'est une obligation maintenant. Ça montre que lorsqu'on est victime d'un accident médical, disons accident, parce que... c'est un parcours du combattant. Maître Courbis, tout à l'heure, évoquait le parcours du combattant face à l'assurance. Nous aussi, on a certaines... Pas toutes les compagnies d'assurance, mais avec certaines compagnies d'assurance, c'est vraisemblablement la même que la vôtre. C'est vraiment un parcours difficile. Mais ça, c'est au bout. Oui. C'est l'ultime. Mais déjà, pour le dossier médical. Dès le départ, c'est d'accéder à son dossier médical. Donc, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a permis à toute personne d'accéder à son dossier médical et d'en faire la demande. Mais la difficulté est lorsque la personne sera décédée. Ce sont les ayants droit qui vont avoir accès, mais ils ne vont avoir accès que pour certaines informations. Soit connaître la cause du décès, mais alors on leur donne, c'est le médecin. Moi j'ai un dossier actuellement où le médecin dit non, je ne vais pas donner le compte-rendu opératoire parce que ça ne l'intéresse pas, alors que c'est un accident opératoire. Donc voilà, la cause du décès, soit défendre la mémoire du défunt, soit faire valoir un droit en justice. Mais c'est le médecin qui en charge le patient, qui va dire quelles sont les pièces dans le dossier qui va permettre... Donc, l'information que l'on peut faire passer aujourd'hui, c'est lorsque l'on voit qu'il risque d'y avoir une mauvaise issue pour un patient, c'est de faire les démarches pour demander le dossier le plus rapidement possible, ne pas attendre le décès, si jamais il se passait quelque chose. Parce que c'est vraiment difficile pour avoir toutes les pièces. On a des pièces du dossier. Mais pas forcément ce qui est utile. Mais pas forcément vous avez demandé bien sûr votre compte-rendu opératoire, et il y en a eu 2 versions différentes. Alors, j'ai eu 2 versions différentes. Alors, les 2 versions étaient... Non, mais signé le texte était le même, mais par contre, les chirurgiens... l'opérateur qui n'était pas le même. Les chirurgiens changent entre 2, alors que c'est le même texte. Donc, on me fait un premier compte-rendu. Moi, je tape du poing sur la table pour avoir le vrai. On m'en donne un autre avec un autre chirurgien. Mais toujours pas le bon. Toujours pas le bon. Et après, ce qui sera déclaré au Conseil de l'Ordre, c'est donc une 3e version de ce qui m'est arrivé. Par rapport à ce qui est quand même un élément important dans votre dossier. Complètement. Si on voit mon dossier, si vous voulez, il y a le non-consentement, il y a des faux en écriture, il y a la publication sur Twitter, il y a le film. J'ai un streaming de 2 heures. Alors, l'hôpital dit que ça n'est qu'un streaming
Moi, je sais très bien qu'il y a une vidéo qui circule, auquel je n'ai pas eu accès parce que tout le monde a fait des déclarations dans le sens qu'il n'y a pas d'enregistrement, alors que je sais qu'il y a une société de e-learning qui est partenaire de cette manifestation et dont le chirurgien qui a organisé cet élément et qui travaille dans ce grand hôpital est trésorier en Angleterre. Donc, il y a tout un système qui participe à, pour moi, avoir déclenché cet accident, en fait. Et c'est un peu ce qui est problématique, parce que ce que vous citez, qui est dans le milieu industriel, enfin, moi j'ai travaillé aussi à certains moments dans des milieux industriels où on voit qu'en effet, la procédure est très importante. Et au cas où on ne respecte pas cette procédure, bien évidemment, il y a beaucoup plus de risques. Et dans ce cadre-là, les chirurgies en direct, qui foisonnent un peu partout, dans tous les hôpitaux, même si même un nombre de médecins ne le savent pas, des médecins généralistes auxquels vous racontez ça ne savent pas du tout qu'il y a ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de laboratoires qui ont des chaînes de télé et qui organisent ça, alors qu'il n'y a aucune réglementation en France pour suivre. Et pas de consentement donné. Et puis pas de réglementation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont organisées, mais il n'y a personne pour contrôler que vous avez été autorisé à le faire, qu'il y a eu une consultation, que le médecin qui vous opère, il n'est pas jet-lagué parce qu'il n'arrive pas de Chine et qu'il ne parle pas la langue, son bloc n'est pas du tout disposé comme c'est l'habitude. Et surtout, essayez déjà, on vous interdit de téléphoner quand vous conduisez, et là, le chirurgien a un casque, un micro et répond aux commentaires de la salle. Vous avez vu comment vous êtes déjà certainement très concentré pour faire cette émission, mais si jamais il y avait des gens dans le canapé qui vous posaient des questions alors que vous êtes au millimètre près dans votre intervention, c'est carrément dramatique. Voilà. On nous demande à qui s'adresser si on pense être victime d'une erreur médicale. Alors, naturellement, aux associations et aux avocats spécialisés. Ça, c'est une certitude. Je reviendrai juste un instant sur l'histoire du dossier médical. J'ai connu les difficultés pour obtenir un dossier médical avant la loi du 4 mars 2002. Et c'est vrai que nous avions un accès, mais il devait impérativement passer par le médecin traitant, le dossier médical, parce que le patient n'était pas en état de le comprendre ou de pouvoir supporter parfois certains éléments du dossier. Et le médecin traitant avait le droit de filtrer finalement ces différents éléments. La loi dite Kouchner a heureusement balayé ces difficultés et on a significativement avancé. Et le dossier médical est beaucoup plus simple à obtenir aujourd'hui, dans la mesure où on peut espérer que c'est le dossier original. Et l'autre observation que je voulais faire sur le dossier médical, c'est qu'on a des organismes aujourd'hui, la CADA, qui est une juridiction qui existe, lorsqu'on rencontre une difficulté, que l'on peut saisir et qui va mettre en demeure l'hôpital ou la clinique de bien vouloir transmettre ce dossier. Donc il y a eu un vrai progrès. Et pour ce qui est de comment réagir face à une erreur médicale, dès lors qu'on a la possibilité d'envisager qu'il y aurait une éventuelle erreur médicale, malheureusement aujourd'hui, il faut s'adresser donc à des structures dites spécialisées dans ce domaine pour envisager, parce que en tout cas moi c'est ma politique, d'abord de saisir une commission de conciliation avant de partir tout de suite au judiciaire, parce que ça permet d'aller vers une expertise qui va se passer finalement généralement tout de même dans de bonnes conditions. En tout cas moi mes expertises se passent bien. Pas trop de pression, parce que c'est vrai qu'on voit de temps en temps certaines expertises, c'est assez impressionnant. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de pression, tout simplement parce que la victime va devoir exprimer tout ce qu'elle a vécu et remuer cela le jour de l'expertise. Donc forcément, c'est difficile pour la victime. Mais je ne suis pas victime, moi, des pressions des autres médecins présents ou des experts qui, au contraire, marquent un vrai respect la plupart du temps et n'ont pas une attitude agressive à l'égard des victimes. Donc d'abord, cette première démarche par cette commission de conciliation avec un rapport d'expertise qui nous permet de réfléchir, d'envisager parfois les discussions à l'amiable, d'autres fois le conseil de l'ordre, parfois aussi la juridiction, et c'est plus souvent la juridiction qui va être saisie ultérieurement. Mais cela permet de pouvoir travailler sur un rapport d'expertise et qui est un petit peu la clé de voûte de notre système et de la procédure qui va s'en suivre. On peut aussi envisager de saisir tout de suite le tribunal. J'aurais tendance à vous dire plutôt le tribunal civil que le tribunal correctionnel. La plainte à déposer est dans des cas extrêmes. Heureusement, le corps médical, et vous l'avez rappelé, n'est pas avec la volonté quelconque de créer volontairement des séquelles, des décès, etc. Bien au contraire. Peut-être à l'exception d'un ou deux tout de même dans ma carrière professionnelle. Mais pour le reste, ça reste de la faute professionnelle qui a des conséquences gravissimes.
Et c'est toute la difficulté de votre métier. C'est-à-dire que nous, on peut commettre, et on commet des erreurs dans notre activité, mais ça n'a pas bien évidemment les mêmes conséquences. J'aime beaucoup la comparaison du médecin et du pilote d'avion, à l'exception que le pilote d'avion, lui, s'il commet une erreur, généralement, il subira le même sort que les passagers. Et il y a de la part du corps médical aujourd'hui cette volonté de transparence qui est remarquable, et je suis ravi d'être autour d'une table aujourd'hui, de pouvoir discuter simplement avec un médecin qui veut œuvrer dans ce sens-là. Ils sont nombreux. Peut-être pas tous en mesure de pouvoir prendre la parole si facilement que cela, parce que c'est pas simple. Et je suis moi aussi convaincu que cette transparence permettrait de changer les protocoles, d'améliorer le système plus vite, plus rapidement. Pour Luna, ils ont changé dès le lendemain le mode de fonctionnement, puisque l'interne n'avait pas à rendre compte aux seniors dès lors qu'il s'agissait d'une simple fièvre élevée. Ça a été bousculé aussitôt, et on peut espérer que de petites Luna, il n'y en aura plus dans ce centre hospitalier. Et cette transparence permettra d'améliorer le système, d'améliorer le sort des victimes, et tout est productif, et tout va dans le bon sens, à condition que les intervenants économiques comme les assurances ne bloquent pas, parce que forcément, ils sont pas forcément, eux ne partagent pas cette envie de transparence et de vérité. Oui, mais c'est pour ça aussi du coup, qu'ils font pression souvent quand même sur les médecins, pour que les médecins ne fassent pas des déclarations trop rapides sur l'erreur éventuellement qu'ils ont pu commettre. C'est une certitude. Et là, vous parlez de médecins, mais il y a aussi des organisations. En l'occurrence, quand on parle de l'AP-HP, qui est quand même une très, très grosse organisation, nous, on avait d'abord essayé de contacter l'hôpital, de parler de ce qui s'était passé pour essayer de comprendre. Et on a eu des fins de non-recevoir dans un premier temps, et du coup... moi, j'ai été obligée de passer par le tribunal, mais au départ, ce n'était pas mon souhait. J'avais besoin d'explications, j'avais besoin de gens qui me disaient la vérité, celle que j'avais vécue. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on est en appel, puisqu'il y a juste eu le non-consentement qui a été condamné, on va dire, et la publication sur Twitter. Mais pour tout le reste, et toutes les conséquences que ça a pour moi aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien qui est reconnu. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un abus de confiance et une double peine, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, et après, la négation de ce que j'étais, et l'impression aussi d'avoir 2 heures comme ça de mon corps exposé à des gens, et que je ne sais pas ce qui est arrivé pendant ce moment-là, en fait. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps pour parler solutions, mais on va quand même essayer de parler un peu, voir comment améliorer la sécurité des patients. On va parler de cette fameuse checklist qu'on a vue dans le documentaire. On sait que pour l'aviation, ça a réduit de pratiquement 50% les risques, ce qui est effectivement colossal. Ça s'inspire effectivement de ce qui se passe dans les avions. Est-ce que c'est vraiment efficace en médecine? Est-ce que c'est bien appliqué dans tous les établissements de santé? Est-ce que tous les médecins, les soignants se prêtent à ça? Alors, sur la question de la checklist, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est relativement récent. L'étude de Atul Gawande a été publiée dans le New England Journal of Medicine il y a maintenant à peu près 10 ans, en 2009. Donc ça a pris c'est quand même un outil qui est relativement récent dans l'histoire de la médecine. Et avant cela, c'était... C'est ce qu'on voit sur l'écran. Voilà, exactement. Et avant cela, les premières checklists ont été créées en réanimation sur la pose de cathéters centraux, par Pronovost, qui a été un des premiers réanimateurs à justement s'intéresser à standardiser les soins. En fait, la question en médecine, il y a finalement 3 gros sacs. Il y a l'étude de la physiopathologie, l'étude des médicaments qui vont permettre de régler une maladie, et un 3e sac qui est comment on délivre un soin. Et ce 3e sac, malheureusement, il n'est pas très étudié, il n'intéresse pas grand monde, mais c'est en fait le plus passionnant aujourd'hui et sur lequel on doit travailler. La checklist, c'est une manière de délivrer les soins, et probablement qu'il faut la penser comme un briefing, alors en tout cas pour celle du bloc opératoire, comme un briefing pour sa première partie et comme un débriefing. D'ailleurs, je profite, puisque on est là pour parler solutions. Dans le 2e temps de la checklist, il y a un point, alors initialement c'est la checklist OMS, et je milite pour ce point qui consiste à dire... qui consiste à demander à tous les intervenants dans le bloc opératoire de se présenter, de dire quels sont leurs prénoms et leurs fonctions. Ce qui a malheureusement peut-être manqué parfois. Donc moi, par exemple, j'utilise un calot dans lequel il y a écrit mon prénom, François, et ma fonction.
Donc c'est quelque chose qui est très simple. C'est ce que vous mettez sur la tête pour opérer. Hein. C'est ce que je mets sur la tête pour opérer. Non, ou en je précise, vous pouvez le remontrer un peu mieux, s'il vous plaît, qu'on voit un peu plus, laisser, qu'on le voit comme ça. Voilà, je peux le mettre si vous voulez, mais très bien comme ça. C'est très bien. Voilà, donc ça c'est les canaux. D'accord. Ça donne ça. Donc effectivement, ça humanise, ça permet de savoir qui est qui. Alors pour le patient, c'est énorme parce que déjà, il sait que je m'appelle François, que je suis l'anesthésiste ou le réanimateur si je travaille en réanimation. Mes collègues savent que je suis aussi la personne qui va délivrer une partie du soin, l'anesthésie si on est au bloc opératoire. Si jamais il y a une situation de crise qui peut survenir, hein, le bloc opératoire est un environnement de risque, eh bien, plutôt que de dire il faut masser, pour par exemple réanimer le malade, on pourrait dire François réalise le massage cardiaque. Et on réagit beaucoup mieux que la parole quand même circule mieux et que ça voilà. soit moins anonyme. Vous vouliez réagir? Oui, la checklist, c'est extrêmement important. En France, elle est une recommandation de la Haute Autorité de Santé, mais elle n'a jamais été réglementairement inscrite. C'est-à-dire que ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté, ce qui est tout à fait dommage. Parce qu'elle est faite, on la trouve dans les dossiers, on trouve des petites croix qui sont mises comme ça, et le personnel lui-même nous dit régulièrement, vous savez, la checklist, on met les croix. Voilà. La checklist, il faut dire aux patients qui nous écoutent que lorsqu'ils vont au bloc opératoire, la checklist, c'est le patient lui-même qui doit décliner, comme dans le documentaire, d'ailleurs c'est bien fait, qui doit dire qui il est. C'est pas dire vous êtes Monsieur Benoît alors qu'il est Monsieur Benoît et qu'on va confondre. Il doit dire son nom, son identité, son âge, et il doit dire l'intervention et son côté. Et aux États-Unis, ils ont renforcé en ce qui concerne les erreurs de côté. Il y a eu des histoires où effectivement on a amputé une jambe à la place de l'autre, on a enlevé un rein à la place de l'autre. C'est le patient qui, ça s'appelle procédure chirurgie du mauvais côté. Le patient doit inscrire lui-même, chez les anglo-saxons aussi d'ailleurs, son côté opératoire, sa jambe, etc. S'il en est en état de le faire, évidemment. Ça, on ne l'a pas fait en France et nous le déplorons. C'est quand même un élément, aux États-Unis d'ailleurs, si vous intervenez sur un patient sans avoir appliqué la procédure chirurgie du mauvais côté, c'est-à-dire que le patient marque son côté, vous n'êtes pas assuré. Donc c'est quand même très sévère comme processus. C'est probablement aussi importante, voire plus importante que le bistouri pour opérer. Absolument. Donc dire aux patients, c'est eux qui doivent dire leur nom. Ils arrivent au bloc opératoire, ils disent « Je m'appelle monsieur un tel ou madame une telle, je viens pour telle intervention et ça se passe de tel côté. » Et c'est extrêmement important. Alors, rien que ça, déjà, ça évitera beaucoup d'erreurs. J'ai une petite question. Évidemment, moi, cette histoire de vidéo, c'était compliqué, mais pourquoi ne pas filmer les interventions? Parce que ça éliminerait quand même un certain nombre de problèmes. La boîte noire, alors effectivement, là aussi, dans le devoir de transparence, il y a des actions qui sont faites. C'est un combat qui est assez long. Je pense qu'il y a clairement des choses qui, moi, me dépassent ici, mais probablement aussi des aspects syndicaux. Clairement, je milite pour la boîte noire. Je suis un fervent adepte de ces sujets. Il y a certains groupes aujourd'hui qui travaillent dans ce sens-là. Absolument. Et il y a même des recherches qui sont menées là-dessus. Voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un problème complexe. Vous avez réuni sur cette table finalement presque tous les intervenants. Il manque peut-être un assureur et d'autres soignants. Je pense que cette question de l'erreur, la pire erreur qu'on puisse faire, c'est celle qu'on ne partage pas et dont on n'apprend pas. Et je pense qu'il faut aussi travailler au niveau de la législation, de la personne, du législateur, sur la non-punition des erreurs. D'une part, ne pas être dans l'impunité, ni être dans la punition totale. Il faut aussi se demander quand même pourquoi les pilotes peuvent se reposer avec que le copilote prenne un peu les commandes au bout de 10 heures de vol et que les chirurgiens ne le font pas. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les témoins qui ont accepté de participer à ce documentaire. L'émission a été réalisée en partenariat avec le magazine Top Santé. Voilà, je vous retrouve dès demain à 13h40 pour le magazine de la santé, puis bientôt pour une nouvelle enquête de santé. Passez une très très bonne fin de soirée. Au revoir.